Bien, bonjour. Deuxième cours relatif aux variables aléatoires. Deuxième cours qui va partir d'une notion qu'on a rencontrée la fois précédente, celle de fonction de répartition. Donc, je reviens sur la notion de fonction de répartition et vais détailler ce qu'on peut rencontrer comme fonction de répartition suivant différents cas. Alors, le premier cas, c'est celui d'une variable discrète. Alors, quand on a une variable discrète, donc je vous rappelle une nouvelle fois que on a une variable qui prend ses valeurs dans un ensemble de valeurs dénombrables, par exemple, ce qui pourrait être indicé par une suite, et ça peut être à nouveau 0 ou 1, ou alors ça peut être grand N ou grand Z tout entier. On pourrait même aller jusqu'à grand Q, mais enfin bon, là, ce serait des exemples très exotiques. Donc dans ce cas-là, ce que l'on peut vérifier, montrer, c'est que à tout coup, la fonction de répartition est une fonction en escalier sur R avec des sauts qui ont lieu tous les xj. Deuxième chose, si jamais vous voulez retrouver la probabilité que x soit égal à xj, comment peut-on faire? On peut la retrouver, en faisant la différence entre la fonction de répartition en xj et la limite à gauche de la fonction de répartition en xj. Cette limite à gauche, c'est donc la limite lorsque x tend vers xj-, ou encore la limite lorsque x tend vers xj et x plus petit strictement que xj. Donc ça c'est valable pour tout j. Et donc ça vous permet de retrouver la loi de probabilité de x à partir de la fonction de répartition. Alors, comment est-ce qu'on peut démontrer ceci? Alors, ce n'est pas très compliqué dans les faits. On a déjà fait une illustration qui pourrait être un bon moyen de comprendre cela. Cette illustration va partir de somme de D. Mais si on veut faire ça de manière plus formelle, tout de suite ça devient un peu plus lourd comme écriture. Donc on va examiner trois cas. Le premier cas qui va être lié à l'infimum, c'est-à-dire en gros, vous savez ce que c'est que l'inf, c'est euh, le minimum lorsque vous avez un nombre fini de valeurs, et puis c'est ce vers quoi, en gros, c'est la, la, valeur d'adhérence, lorsque vous n'avez pas un nombre fini. En tout cas, si vous avez l'inf des xj qui est plus grand que moins l'infini, donc ce qui veut dire que ça n'est pas moins l'infini, et que vous prenez un petit x qui est plus petit que cet inf, ce qui devient possible puisque cet inf n'est plus moins l'infini, on peut trouver des valeurs de x pour lesquelles ce soit possible, à ce moment-là, vous avez nécessairement f de x qui est égal à 0. C'est-à-dire que la probabilité que grand X soit plus petit ou égal à X est égale à 0, c'est normal, puisque vous n'avez pas encore atteint une des valeurs possibles de grand X, c'est-à-dire un des petits xj. Le deuxième cas, il est plus général, disons, et il va marquer ces différentes marches d'escalier. C'est que si jamais vous avez x qui est compris entre un xj1 et puis, alors on va prendre un xj1 de manière non exclusive, donc ça peut être aussi égal à ce xj1, et puis de manière plus stricte, le minimum des xj pour xj strictement supérieur à xj1, donc parce que là on peut supposer que les xj sont pas classés dans l'ordre, ce serait possible, en général ils le sont, donc ça veut dire qu'on prendrait xg1 plus 1, mais pour être resté très général, ça alourdit un petit peu le formalisme, on va prendre donc la valeur qui est juste au-dessus de celle de xj1. Voilà, c'est ça qui est écrit là. Et donc si vous avez petit x qui est inclus là-dedans, à ce moment-là, la fonction de répartition, eh bien c'est la somme des p de x égale xj pour tous les xj inférieurs ou égal à xj1. Voilà, donc et ça c'est une constante, c'est une somme de proba qui ne dépend pas de x, c'est une constante et elle est valable pour tous les x dans l'intervalle
fermé à gauche et ouvert à droite qui a été défini. Donc ça, c'est cette marche d'escalier, hein. Et lorsque vous rencontrez un nouvel Ichi, eh bien, vous sautez, hein, et vous avez une nouvelle marche. Enfin, le troisième cas, c'est lorsqu'on regarde le sup de tous les Iji et qu'on suppose que ce sup n'est pas plus l'infini. Donc, par exemple, ça ne serait pas le cas si vous preniez pour les Iji grand N, hein. Dans ce cas-là, le sup des Iji, c'est plus l'infini. Mais c'était le cas lorsqu'on prenait la somme de 2D, puisque la somme des 2D, au maximum, elle valait 12, hein. Donc, vous avez le sup qui, dans ce cas-là, vaut 12. Et donc, vous pouvez prendre des valeurs de petit x qui peuvent être supérieures à ce sup, dans ce cas-là, hein. Donc, si on suppose que ce sup est inférieur à plus l'infini, si on prend x supérieur à ce sup, strictement, hein, donc pour tous les x finalement supérieurs à ce sup, d'ailleurs je mets strict, mais ça pourrait même être égal, plus grand ou égal, hein, ça marcherait aussi. À ce moment-là, vous avez la fonction de répartition qui vaut 1. Pourquoi ? Parce que vous avez rencontré, quand vous faites grand x plus petit ou égal à petit x, vous avez déjà rencontré toutes les valeurs possibles de xj. Donc vous êtes sur oméga tout entier, donc la probabilité vaut 1. Donc enfin, là, vous avez décrit toutes les valeurs possibles que peut prendre la fonction de répartition, hein, pour une variable discrète. Alors, deuxième chose, c'est comment retrouver, à partir de la fonction de répartition, comment retrouver la loi de probabilité de grand X, qui, je le rappelle, hein, est donnée par la proba que grand X soit égal à J. Bien, si jamais on écrit ce qu'est la fonction de répartition de X en Xj, c'est cette somme, on l'a écrit précédemment, hein, pour tous les xk plus petits ou égaux à xj, c'est la somme des probabilités que x soit égal à xk. Et maintenant, si jamais on regarde cette limite à gauche, c'est la même chose, sauf que finalement, on va mettre un plus petit strict que xj. Donc il n'y aura pas dans cette somme la probabilité que grand X soit égal à xj. Et donc si vous faites la différence entre les deux, vous tombez tout simplement sur ce qu'on voulait, c'est-à-dire la probabilité que x soit égal à xj. Voilà, donc un peu lourd comme écriture, mais finalement assez compréhensible. Donc je reviens là sur un graphe qu'on avait vu lors du cours précédent, hein, d'un l'exemple de cette somme des 2D. J'y arrive de suite. Là voilà, c'est en bas, c'est le graphe de gauche. Donc on regardait les valeurs possibles pour un D, pour la somme de 2D, pardon. Donc entre 2 et 12. Hein. Et puis vous aviez donc cette fonction de répartition qui valait 0 avant. Et puis par exemple entre 2 et 3, on avait vu qu'on avait une probabilité d'un 36e, que grand X soit plus petit ou égal à petit x. Et puis quand vous avez à 3, vous sautez. Vous sautez et vous passez à 3 36e parce que vous avez la possibilité de valoir 2 et de valoir 3. Hein. Donc ça vous fait en tout 3 possibilités sur les 36 que contient en grand oméga. Et donc vous avez un saut, alors notez bien, c'est pas très visible sur cette courbe, hein, je l'ai déjà dit, mais les sauts ont lieu, c'est-à-dire que votre fonction de répartition, elle est discontinue, et ce sera valable pour toute variable discrète. Hein. Vous avez des sauts dans votre fonction de répartition. Par exemple, en 3, à gauche, vous valez 1 36e, et quand vous êtes à partir de 3 jusqu'à 4 ouverts, vous allez valoir 3 36e. Vous avez sauté de 1 36e à 3 36e en 3. Et c'est bien la différence entre les deux. Ça va faire 3 36e moins 1 36e, c'est-à-dire 2 36e. Cette différence, c'est bien la proba que grand X soit égal à 3. Et on la retrouve, hein, puisque grand X égale 3, ce sont deux seuls cas possibles. C'est d'avoir 1 au premier dé, 2 au deuxième, ou 2 au premier et 1 au second. Donc c'est là où on obtient une somme qui vaut 3. Voilà, donc on retrouve bien cette proba en faisant la différence des deux. Ok, je reviens et je vais maintenant donner
Retenez donc quelque chose d'important, hein, la fonction de répartition est une fonction avec des discontinuités, quand on est avec une variable discrète. On va faire un peu le pendant de cette propriété, mais pour une variable continue. Une variable continue, on l'a dit, c'est une variable avec une densité de probabilité qu'on appelle petit f de x, hein, qui est une fonction positive, forcément. Alors, si la fonction de répartition est obtenue à partir d'une densité, hein, on a vu qu'à ce moment-là, c'est écrit comme une intégrale, hein, de moins l'infini à x de la densité, et bien cette fonction de répartition, elle est forcément continue sur R, toujours complètement continue. Et en plus, en presque tout point, alors c'est une notion qui est un peu complexe, que vous verrez bien en L3, mais je l'écris ici quand même, presque partout, hein, il peut y avoir quelques points qui font exception, mais en général, vous allez avoir la dérivée de votre fonction de répartition qui va être égale à la densité, hein, au point x. Voilà. Donc ça, c'est une première propriété. La seconde propriété, c'est qu'on peut retrouver la probabilité que x est inclus dans AB à partir d'une intégrale. Et ça s'écrit simplement comme une intégrale de A à B de la densité. Et ça, c'est valable pour tout AB, hein, lorsque A est plus petit strictement que B. Et nous verrons par la suite, c'est la troisième propriété, qu'en fait, rajouter un point quelconque, un réel quelconque, comme valeur pour grand X, eh bien, c'est avec une probabilité nulle. C'est-à-dire que la probabilité que grand X soit égal à petit x pour tout x appartenant à grand R est nulle. Donc ça veut dire que d'ailleurs, dans la propriété précédente, vous auriez très bien pu enlever B, c'est-à-dire mettre un strict en B, et garder A. Et vous auriez eu la même formule. Parce que de toute manière, ce que vous rajoutez ou ce que vous enlevez en ne prenant pas B ou en rajoutant A, eh bien, c'est de proba nul. Hein, donc ça ne va rien changer. Alors comment montre-t-on ceci? Première propriété, c'est lié à des questions alors qui sont un petit peu difficiles pour vous parce que ça fait appel à ce qu'on appelle des intégrales dépendant d'un paramètre, hein, mais on va contourner un petit peu la difficulté. Si on suppose que la densité est continue en un point petit x, hein, ça va être un petit peu ce qui va faire, ce qui va garantir le fait que vous puissiez dériver votre fonction de répartition. Donc si la densité est continue en x, on peut définir une primitive. Et une primitive de f de x, alors cette primitive, vous savez, ça veut dire que la dérivée de g, c'est f en petit x. Hein. Donc la dérivée, or c'est la dérivée à droite, à gauche, hein, donc il faut que vous ayez une continuité, hein, pour f de x. Et donc, si on utilise une primitive, on peut réécrire une intégrale. Or, la fonction de répartition, c'est une intégrale de moins l'infini à petit x, de la densité. Et alors, ceci, ça va s'écrire comme à partir d'une primitive. Hein. Je vous l'ai dit, une intégrale, c'est une primitive. C'est le calcul d'une primitive entre les deux bornes. Bon, alors il y a une borne qui est moins l'infini, donc on va prendre une limite lorsque u tend vers moins l'infini, ça c'est la borne inférieure, et puis la borne supérieure c'est petit x. Donc on voit, si on détaille ça, que c'est g de grand x moins la limite de grand G de petit x, et la limite, lorsque u tend vers l'infini, vers moins l'infini, je ne sais pas pourquoi il est marqué, oui c'est moins l'infini ici, de grand G de petit u. Ok, donc vous avez une différence entre ces deux valeurs. Il y a la première qui dépend de x, la seconde ne dépend pas de x. Donc, si jamais vous dérivez la fonction de répartition, vous allez dériver cette différence entre grand g de x et puis en fait ce qui est un peu la g de moins l'infini en fait. Hein, la deuxième partie c'est ça, qui est une constante. Et donc vous allez la dériver et vous allez dériver grand g de x en fait. Hein, et grand g de x, sa dérivée, par définition, puisque grand G est une primitive de f, eh bien, c'est petit fx. Et donc, ça veut bien dire que la dérivée de grand f de x, c'est petit fx. En fait, ce qui se passe, c'est que votre grand f, c'est une primitive
particulière de petit fx. Voilà. Hein. Au point où la fonction petit fx est continue. Donc d'ailleurs, si je voulais raffiner ma proposition, hein, je dirais que la dérivée de fx est égale à petit fx en tout point de R où la densité est continue. Alors on pourrait montrer, ça c'est un peu plus difficile, vous verrez d'ailleurs en L3, qu'il ne peut y avoir qu'un nombre dénombrable de points où la densité peut ne pas être continue. Bon, c'est pas vraiment de notre ressort. Hein. Donc il n'y a que quelques points en fait où elle pourrait ne pas être continue. Et je peux finalement y revenir un petit peu sur un des graphes que l'on a tracé, hein, qui était celui de la fonction de répartition pour la variable exponentielle. On avait une densité qui valait 0 entre moins l'infini et 0, et puis qui valait lambda exponentielle de moins lambda t pour t plus grand ou égal à 0. Ce qui veut dire qu'en 0, ça vaut lambda. Donc vous avez bien un saut de continuité. Alors regardez maintenant le tracé de la fonction de répartition. Eh bien, c'est bien une fonction continue, ça c'est pas un souci. En revanche, il y a les dérivables partout, sauf en un point qui est en 0, où là vous avez une limite à gauche, une tangente à gauche qui n'est pas la même que la tangente à droite. Hein. Donc vous n'avez pas une dérivabilité en 0. Mais partout ailleurs, en revanche, vous avez le fait que la dérivée vaut la densité. La dérivée de la fonction d'impartition vaut la densité. Très bien. Alors, la deuxième propriété a démontré, il suffit pour cela, on l'avait vu, hein, de réécrire la probabilité que x appartient à B, A ouvert, B inclus. C'est une différence de deux fonctions de répartition. Donc vous allez faire la différence entre deux intégrales, l'intégrale de moins l'infini à B et puis l'intégrale de moins l'infini à A. La première intégrale, vous l'écrivez comme une intégrale de moins l'infini à A plus une intégrale de A à B. Ça c'est normal, c'est la relation de Chasles, en fait, qui est la base de cette propriété, c'est la relation de Chasles pour les intégrales. Ça se comporte comme les vecteurs, en fait. Hein. Vous l'avez décomposé en deux, et puis ça se simplifie entre le premier bout et le troisième, hein, et il ne vous reste plus que l'intégrale de A à B. Donc ça, c'était une propriété finalement assez facile à démontrer. Alors, la troisième est un peu plus délicate quand on veut la faire proprement. Bon, on pourrait le voir, disons, de manière un petit peu intuitive, hein, vous voyez, dans la propriété que se passerait-il si en fait vous aviez B et A qui étaient à peu près presque égaux, quoi. Hein. Donc si vous, à la limite vous prenez égaux, ça vous ferait une intégrale de A à A et donc ça ferait 0. Bon, alors ça c'est interdit par la propriété puisqu'on suppose que A est strictement plus petit que B, mais c'est un peu l'intuition qui est sous-jacente. Bon, si on veut le faire plus proprement, on va faire réutiliser ces histoires de suites croissantes d'événements, et donc on va à nouveau considérer les événements grand X plus petit qu'Xn, et on va prendre Xn, une suite strictement croissante qui tend vers X. Donc on va regarder dans ce sens-là, de manière, comme elle est strictement croissante, forcément, vous allez avoir AN qui va être inclus dans N plus 1, de manière d'ailleurs stricte. Alors, si vous reprenez ce qu'on a fait précédemment, hein, vous avez donc la propriété qui nous dit que la limite de la proba, c'est la proba de l'union. Et donc si vous remplacez par ce que ça vaut, la limite de fx de xn, hein, parce que là on a une suite quelconque, la limite de fx de xn, c'est la limite de la proba de an, hein, et donc ça c'est la proba de l'union infinie, et cette proba de l'union infinie, si vous regardez le fait d'avoir x plus petit ou égal à xn et d'avoir xn qui tend vers x de manière strictement croissante, hein, ça veut dire que jamais vous atteignez petit x. Parce que
vous êtes strictement croissant, vous ne pouvez pas à un moment atteindre petit x, parce que sinon, vous allez vous arrêter. Vous seriez en x, et puis vous ne bougez plus. Donc ça veut dire que vous tendez vers x sans jamais l'atteindre. Donc si vous regardez l'union des probabilités que grand X soit plus petit ou égal à petit xn, eh ben c'est la même chose que grand X plus petit strictement que X. Vous avez pu atteindre toutes les valeurs, mais pas X quand même, vous ne l'avez pas. Et donc, au final, vous allez considérer la proba que grand X soit plus petit strictement que petit x. Bon, alors, maintenant, si on regarde ce que vaut la proba que grand X soit égal à petit x, bah, c'est la différence entre la proba que grand X soit plus petit ou égal à petit x, moins la proba que grand X soit plus petit strictement que petit x. Ainsi, cette proba que grand X soit égal à petit x, c'est la fonction de répartition en x moins cette limite de f de x de xn, qu'on vient de considérer. Et finalement, vous avez cette limite de fx de xn, et comme grand F est continu, c'est la même chose que fx de x, parce que la fonction de répartition, elle est continue, on l'a vu, c'est la première propriété. Donc vous avez la même chose que si vous atteignez petit x. Et donc, vous avez bien la différence des deux qui vaut 0. Donc, la probabilité que grand X soit égal à petit x, c'est toujours 0. Alors, une utilisation de cette propriété, ce serait de reprendre notre loi exponentielle. Et finalement, on a calculé la fonction de répartition dans ce cas-là. Et si vous regardez la proba que grand X soit compris entre 0 et ln de 2 sur lambda, alors c'est une variable réelle, donc on voit ici, j'ai mis des signes plus petits ou égaux, mais on pourrait très bien prendre des signes stricts, ça ne changerait rien. Si vous reprenez la fonction de répartition, on l'avait vu, la fonction de répartition c'est 1 moins exponentielle de moins lambda x, ici, donc vous l'appliquez en log de 2 sur lambda, c'est ça qui est mis. Donc vous allez obtenir que la différence des deux, donc c'est la deuxième propriété, c'est la fonction de répartition en ln de 2 sur lambda moins la fonction de répartition en 0. Alors la fonction de répartition en 0, elle vaut 0. Donc ça vous fait bien 1 moins exponentielle de moins ln de 2, c'est-à-dire 1,5. Donc finalement, quel est l'intérêt de cette propriété? C'est juste de voir que pour cette variable exponentielle, vous avez une chance sur 2, gros, d'être plus petit que log de 2 sur lambda. Ça vous définit le fait que log de 2 sur lambda est la médiane, et d'ailleurs pour une variable continue, il n'y en a qu'une seule, c'est l'unique médiane de la loi exponentielle de paramètre lambda. Donc log de 2 sur lambda est la médiane théorique. Donc là, vous avez des choses qui sont calculées théoriquement. Voilà. Alors justement, à propos de théorie, on va passer à une section suivante et on va calculer des espérances. Chose que vous avez tous déjà vu en terminale. On va calculer des moments, ça s'appelle aussi des moments, des espérances de variables aléatoires. Alors je commence par vous proposer une écriture générale de l'espérance d'une fonction d'une variable aléatoire. Alors ça, on prend h quand même, la fonction, elle va la supposer continue par morceau. C'est pas la meilleure hypothèse possible, vous verrez la meilleure qui sera de dire qu'elle est mesurable, mais ça sera fait quand L3. Donc on va prendre pour nous, on va simplifier, c'est en gros les fonctions qui sont continues par morceau, c'est à peu près toutes les fonctions que vous avez pu considérer. Donc, on va supposer donc que grand X est une variable aléatoire, que à valeur dans I, que H va de I dans R, pour restreindre un tout petit peu. Et à ce moment-là, vous avez une version, une écriture de l'espérance, qui est de dire que cette espérance, c'est l'intégrale sur oméga de H de X oméga dp de oméga. Donc une formule absolument pas utilisable, et encore, c'est une formule qui n'existe pas toujours. En fait, pour que ça existe toujours, il faudrait que la même intégrale existe, mais avec le h en valeur absolue, l'intégrale avec le h en valeur absolue, qui est finie. Bon.
ça, c'est une formule qui, pour être utilisée réellement, nécessite des connaissances de L3. Pourquoi je vous la donne? Je vous la donne parce que elle va nous servir dans certaines preuves rapidement, hein. Donc, je vais l'utiliser, même si c'est pas bien rigoureux, mais au moins ça vous donnera des idées d'où viennent les preuves, quoi, hein, donc retenez que finalement une espérance, c'est une intégrale. Alors intégrée sur oméga, hein, oméga c'est pas R, hein, c'est pas, ça peut être par exemple, on l'a vu, hein, oméga ça peut être pile pile, pile face pile, etc. Donc quelque chose qui peut vous sembler un petit peu surprenant pour intégrer. C'est pas du tout l'habitude que vous avez pour calculer les intégrales. Mais ça a quand même la tête d'une intégrale et les propriétés habituelles d'une intégrale, et ce sont ces propriétés qu'on va utiliser par la suite. Alors on va surtout maintenant rendre cette formule plus effective et plus à votre niveau. Et cette formule, finalement, lorsque on considère des variables discrètes, elle va s'écrire sous une forme que vous connaissez, hein. Si vous prenez vos valeurs dans grand I qui est constitué des xj, une nouvelle fois grand J c'est quelque chose qui est inclus dans grand N, hein, et bien l'espérance c'est la somme des xj, probabilité que x soit égal à xj. Voilà, quelque chose que vous connaissez, mais cette espérance n'existe que si cette somme, alors j'ai remplacé ici probabilité que x soit égal à xj par px, hein, mais on a vu que c'était la même chose, que si cette somme est finie. Donc attention, ça peut vous paraître un petit peu bizarre, mais on va voir des exemples après, hein. Euh, vous n'avez ici pas simplement des variables avec un nombre fini de valeurs. Vous pouvez avoir une infinité de valeurs. Or, une somme infinie de valeurs, ça n'existe pas toujours, hein. Et c'est pour ça qu'on est obligé de se garantir de l'existence de l'espérance en mettant cette seconde condition. Maintenant, le cas d'une variable continue, donc celle avec une densité de probabilité fx, eh bien, on a une formulation, et une nouvelle fois, la somme est remplacée par une intégrale, et vous allez avoir l'espérance de x qui sera l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t fx de t dt. Et ça, ce sera vrai si l'intégrale de la valeur absolue de t fx de t est finie. Voilà, donc bon, quand vous aurez fait un petit peu plus de séries, un petit peu plus d'intégrales, hein, vous verrez que d'avoir quelque chose, une intégrale par exemple, d'une valeur absolue qui existe, forcément, vous aurez l'intégrale sans valeur absolue qui existe. Voilà. Bon. Ensuite, deuxième chose, hein, vous avez des bornes entre moins l'infini et plus l'infini. On pourrait, pour que ça soit plus intuitif, les remplacer la borne en moins l'infini par un petit m, la borne en plus l'infini par un grand m, et il faudrait que la limite, lorsque petit m tend vers moins l'infini et grand m tend vers plus l'infini, la limite de l'intégrale qui existe. Pour revenir à des choses plus classiques. Bon, on va passer à des exemples ici, hein, suffisamment d'exemples pour que ça puisse vous sembler plus concret et plus calculable, utilisable. Alors on revient à un exemple que vous avez tous déjà fait, celui de la loi de Bernoulli. Donc, je vous dis déjà le nom de cette loi. Bernoulli, c'était un mathématicien, une famille de mathématiciens d'ailleurs, hein, de mathématiciens, ils étaient suisses, et c'était au XVIIe et XVIIIe siècle, hein. Donc, vous avez une variable aléatoire qui prend que deux valeurs possibles, qui sont 0 ou 1. Donc ça modélise très bien plein de choses, hein. Ça modéliserait un échec et un succès, ça modéliserait un homme, une femme, ça modéliserait être malade, pas malade. Voilà. Bon, alors, comme vous n'avez que deux valeurs possibles, votre loi de proba, elle va être guidée par un seul paramètre. Ce paramètre, on va l'appeler petit p, et en toute généralité, petit p appartient à 0,1, fermé. Et donc on va, par convention, dire que la probabilité que x est égal à 1, c'est petit p, la probabilité que x est égal à 0, c'est 1 moins p. Forcément, puisque la somme des probas vaut 1. Alors, si on calcule maintenant l'espérance, ça n'est pas trop difficile. Vous prenez cette formule qu'on a vue pour les variables discrètes, qui dit que l'espérance c'est la somme des xj, probabilité que x soit égal à xj, et ceci vous dit que quelles sont les deux valeurs possibles, 0 ou 1. Donc vous allez 0 fois la proba de valoir 0, c'est-à-dire 1 moins p, plus 1
fois la proba de valoir 1, c'est-à-dire P. Et si vous faites ce calcul, vous obtenez P. Donc l'espérance, il faut le retenir d'ailleurs, l'espérance c'est la même chose que la proba de valoir 1, c'est-à-dire ça vaut P. Deuxième cas, un peu moins habituel et qui déjà va vous faire toucher du doigt une variable discrète qui prend une infinité de valeurs. Donc on prend la loi géométrique. Alors, qu'est-ce que c'est ça? C'est en fait la loi du premier succès. C'est combien a-t-il fallu d'essais avant d'avoir un premier succès. Donc, on va supposer par exemple que vous aviez une variable une loi de Bernoulli, par exemple une pièce, et vous la lancez jusqu'à obtenir pile. Donc au mieux, vous allez obtenir pile au premier essai. Donc la variable géométrique vaudra 1, qui mesure le nombre d'essais, c'est 1. Si ça se passe un petit peu moins bien, ça sera 2, parce que vous aurez raté, vous aurez eu pile d'abord et puis face après. Puis ça pourrait très bien être 7, parce que vous pourriez avoir raté, avoir eu 6 fois face et puis une fois pile. Puis en fait, on ne peut pas se limiter. On ne peut pas dire que c'est 15 au maximum pour grand X, parce que vous pourriez très bien avoir 15 fois face de suite et puis pile la 16e fois. Et en fait, la seule chose qu'on peut dire, c'est que cette variable qui mesure le nombre d'essais prend ses valeurs dans n étoiles. Vous avez, il faut au moins un essai, mais vous pouvez en avoir aller jusqu'à l'infini. Vous ne pouvez pas vous limiter. C'est toujours une proba non nulle de, par exemple, avoir 1000 faces de suite, et puis pile au 1001e coup. Alors, bon, on peut calculer assez intuitivement, et avec en fait une hypothèse sous-jacente. On peut calculer la probabilité que x soit égal à k, donc d'avoir k essais. Donc ça voudra dire que vous avez eu k-1 échec, donc k-1 fois vous avez obtenu 0 pour votre variable de Bernoulli, et puis au kème essai, vous avez eu un succès. Donc k-1 échec, c'est 1 moins p puissance k-1, et puis la probabilité d'avoir un succès au kème, c'est p. Alors, ce qui est sous-jacent à tout ceci, c'est le fait que vous avez lancé votre pièce de manière indépendante, ou que vos lois de Bernoulli s'enchaînent de manière indépendante. Parce qu'évidemment, vous pourriez très bien imaginer que votre proba d'avoir un succès dépende du coup d'avant. Ça serait tout à fait possible d'avoir ça. Bon, donc vous allez comme ça obtenir la loi de x. La loi de x, c'est p fois 1 moins p puissance k-1. Et ça, c'est valable pour tout cas appartient à une étoile. Alors, que vaut l'espérance de x? L'espérance de x, par définition, c'est la somme des k et puis la probabilité que x égale à k. Or, la probabilité que x égale k, c'est p fois 1 moins p puissance k-1. Donc, on a une formule ici. Cette formule, c'est une série, parce qu'une série, c'est une somme infinie. Et donc, cette série, on ne sait pas a priori si elle existe. Alors, comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour vérifier qu'elle existe et essayer de la calculer, cette série, et donc calculer comme ça l'espérance de x? Eh bien, on va utiliser une astuce. Une astuce que je résume de manière un peu brève ici. Si jamais on considère S de x qui est la somme des xk, alors on va aller dans la formule que je vous présente jusqu'à l'infini, mais si je m'arrêtais à un petit n, finalement, cette formule en s'arrêtant à petit n, vous sauriez calculer cette somme pour k égale 0 à n des x puissance k. Pourquoi? Parce que c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Et donc vous savez que ça, c'est égal au premier terme fois 1 moins la raison à la puissance le nombre de termes, divisé par 1 moins la raison. La raison ici, c'est x. Donc, si je m'arrêtais à n dans cette série, eh bien, le premier terme, c'est x puissance 0, donc ça fait 1. La raison, c'est x, donc ça ferait 1 fois 1 moins x, le nombre de termes, c'est n plus 1, donc ça fait x puissance n plus 1, et au dénominateur, vous avez 1 moins x. Si vous supposez que x est bien
entre 0 et 1 exclu, donc vous supposez ici que x doit être plus petit que 1, hein, strictement, eh bien, lorsque vous faites tendre n vers l'infini, le 1 moins x puissance n plus 1, eh bien, ça devient 1. Parce que x puissance n plus 1 tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini. Bon, alors, une fois ceci écrit, vous en déduisez donc que cette série, la somme des x puissance k, c'est finalement 1 sur 1 moins x, hein, ou 1 moins x puissance moins 1. Et puis, on peut avoir envie de dériver ceci. Alors, on sait dériver facilement 1 moins x puissance moins 1. Si vous faites le calcul, hein, ça fait moins la dérivée d'une puissance. Hein, donc, ça va faire un moins 1 fois un moins x puissance moins 2. Et puis après, il faut rajouter la dérivée de 1 moins x. Alors, la dérivée de moins x, 1 moins x, c'est moins 1. Donc, vous avez 2 fois moins 1. Donc, ça vous fait 1 moins x puissance moins 2. Donc ça, c'était la forme facile à dériver. Maintenant, vous avez une série, et là, il y a un peu quelque chose qui est fait et qui nécessiterait des connaissances de L2, ça vous le verrez en L2, dériver à l'intérieur d'une série. Eh bien, on peut le faire lorsque la série est dite absolument convergente. Bon, je vous passe des détails, mais dans ce cas-là, ça se fait. Et donc, quand vous dérivez xk, naturellement, vous avez k fois x puissance k-1. Bon. Donc à partir de ça, vous avez le fait que la dérivée, c'est cette somme des k x puissance k-1. Bon, alors c'est là où on voit finalement l'intérêt de passer par cette fonction s de x, c'est que l'espérance, vous pouvez la réécrire. L'espérance de x, c'est p fois s' de 1 moins p. Et si vous utilisez la formule, elle va vous dire que s' de 1 moins p, c'est 1 moins 1 moins p puissance moins 2. Vous avez la formule de S' qui est au-dessus, c'est 1 moins x puissance moins 2. Donc vous remplacez x par 1 moins p. Et 1 moins p puissance moins 2, ça fait 1 sur p carré. Or, dans la formule d'espérance, vous avez p fois S' de 1 moins p, donc ça fait p sur p carré. Et donc vous obtenez 1 sur p. Et ça, c'est valable pour un moins p différent de 1, hein, plus petit que 1, et un moins p plus petit que 1. Ça vous demande que p soit différent de 0. Alors, est-ce que c'est surprenant? Non, en fait, c'est pas surprenant du tout. Vous ne pourriez pas avoir P égale 0, parce que qu'est-ce qui se passe dans cette expérience où P égale 0? Eh bien, dans ce cas-là, votre loi géométrique ne peut pas exister. Elle ne peut pas exister parce que vous n'avez jamais de succès. Vous êtes toujours en échec. Vous n'avez que des zéros. Votre loi de Bernoulli, finalement, dans ce cas-là, ne prend qu'une seule valeur, c'est la valeur 0. Donc, c'est pas la peine, vous avez beau attendre, hein, vous n'aurez jamais de 1. Et donc, ça n'avait pas de sens, la loi géométrique n'a pas de sens dans ce cas-là. Très bien. Troisième exemple. Alors, encore un exemple avec un peu assez calculatoire. Hein. On va supposer, alors là c'est une définition, c'est pas lié à quelque chose de particulier dans la vie réelle, hein, c'est juste un exemple mathématique. On va prendre le cas où la probabilité que x soit égal à k, c'est 1 sur k moins 1 sur k plus 1, c'est-à-dire 1 sur k, k plus 1. Et ça pour tout cas appartenant à une étoile. Alors, bon, pourquoi c'est quand même une loi de probabilité? Eh bien, parce que si vous calculez la somme des probabilités, la somme jusqu'à n, hein, des probabilités des x égale k, vous pouvez prendre la première formule avec 1 sur k moins 1 sur k plus 1, vous l'appliquez, ça va vous faire 1 moins 1 demi, plus 1 demi moins 1 tiers, plus 1 tiers moins 1 quart, plus 1 quart moins 1 cinquième, ça continue comme ça, et ça s'arrêtera à quoi? Ça s'arrêtera à 1 sur n moins 1 sur n plus 1. Et vous voyez, c'est ce qu'on appelle une somme télescopique, vous avez là-dedans tout ou presque qui s'élimine. Le moins 1,5 s'élimine avec le plus 1,5, le moins 1 tiers avec le plus 1 tiers, et ça continuerait comme ça. Les deux seuls termes qui resteraient à la fin, une fois après avoir tout éliminé, c'est 1 moins 1 sur n plus 1. Et on voit que lorsque vous faites tendre vers l'infini petit n, 1 sur n plus 1 tend vers 0, et donc vous allez avoir le fait que la somme pour k égale 1 à l'infini de p de x égale k qui vaut 1. Donc, vous avez bien ainsi défini une loi de probabilité. Donc ça, on se souvient, pour avoir une loi de proba, il faut que la somme des probas vale 1.
Alors, si on utilise désormais cette loi pour calculer son espérance, hein, je rappelle que l'espérance, hein, je ne l'ai pas écrit explicitement, mais je ne l'ai pas dit encore forcément, une espérance d'une variable aléatoire, c'est en gros sa moyenne théorique, hein. L'espérance, c'est une moyenne théorique. Donc, que vaut la moyenne théorique de cette variable? Eh bien, ça fait si on remplace, hein, c'est la somme des k fois probabilité que x soit égal à k. Donc, si on prend la deuxième formule de p de x égale k, hein, 1 sur k plus 1, on voit qu'il ne reste plus que la somme des 1 sur k plus 1. Or, cette somme des 1 sur k plus 1, qui correspond à faire 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart, plus 1 cinquième, etc., jusqu'à l'infini, eh ben, cette somme, elle vaut plus l'infini. Alors, comment ça se démontre, ça? Bon, c'est un peu complexe, hein. On utilise une formule qui est bien connue, que vous avez utilisée en terminale. Vous avez le fait que log de 1 plus u, c'est plus petit ou égal à u. Alors ça, vous pourriez le démontrer à la limite avec un tableau de variation rapidement en utilisant la fonction u moins log de 1 plus u. Donc si jamais vous avez ça, et vous l'appliquez à u égale 1 sur k plus 1, à ce moment-là, vous avez 1 sur k plus 1, c'est plus grand ou égal à ln logarithme de 1 plus 1 sur k plus 1. Or, logarithme de 1 plus 1 sur k plus 1, si vous mettez au même dénominateur, vous allez faire apparaître un log de k plus 2 moins un log de k plus 1. Donc en fait, maintenant, si vous utilisez cette formule comme l'espérance de x est la somme des 1 sur k plus 1, bah, ça veut donc dire que l'espérance de x est plus grande ou égale à ce que majore, hein, 1 sur k plus 1, c'est-à-dire à chaque fois log de k plus 2 moins log de k plus 1. Donc finalement, ça va être plus grand que... Alors, oui, il y a une toute petite faute, j'ai l'impression, hein. Le premier terme, c'est pas 2 et 1, mais ça serait 3 et 2. C'est log de 3 moins log de 2, plus log de 4 moins log de 3, plus log de 5 moins log de 6, etc., etc. Et donc, si vous regardez ça, une nouvelle fois, vous avez quelque chose de télescopique, pardon. Qu'est-ce qui va nous rester à la fin? Eh bien, vous allez avoir si vous alliez jusqu'à petit n, hein, vous auriez log de n plus 2 moins log de 2, c'est ce qui restera à la fin. Or, la limite de log de n plus 2, lorsque n tend vers l'infini, c'est plus l'infini. Voilà. Donc, bon, c'est un petit peu complexe, hein, il faut un peu travailler. C'est là où vous voyez que faire des probabilités demande des connaissances de maths solides, hein. Là, ce sont plutôt des connaissances d'analyse qu'on a utilisées, mais vous verrez que la géométrie peut aussi être importante. Donc dans ce cas-là, cette variable aléatoire, sa moyenne théorique, c'est-à-dire son espérance, vaut plus l'infini. Alors juste une petite chose sur la loi géométrique, hein, on peut essayer, on l'a vu, hein, l'espérance c'est 1 sur P. Est-ce qu'on est surpris par ce résultat? Ça veut dire par exemple que quand vous avez un pile ou face avec une pièce équilibrée, vous avez une chance sur deux de voir pile, une chance sur deux de voir face. Donc en gros, le nombre moyen d'essais avant d'avoir un pile, c'est 1 sur 1,5, c'est 2. Donc il vous faut 2 essais en moyenne pour avoir un pile. Maintenant, si votre pièce est pas équilibrée, par exemple, que vous avez 2 chances sur 3, imaginons que vous ayez 2 chances sur 3 d'avoir pile, une chance sur 3 d'avoir face, là on peut s'attendre à ce que le nombre d'essais à attendre avant d'avoir, le nombre d'essais moyens à attendre avant d'avoir pile, soit plus petit, puisque vous avez plus de chances d'avoir pile. La formule vous donne bien ça, hein, puisque vous allez avoir 1 sur 2 tiers, c'est-à-dire 3,5. Donc vous n'avez plus qu'un nombre moyen d'essais à attendre d'1,5. A l'inverse, si vous aviez une chance sur 4 d'avoir pile, hein, et 3 chances sur 4 d'avoir face, il vous faudrait attendre 4 essais en moyenne avant d'avoir un pile. Donc la formulation de l'espérance, hein, est bien intuitive, là, elle correspond bien à ce qu'on pressent de la moyenne, du nombre moyen d'essais avant d'obtenir ce qu'il faut, avant d'obtenir le succès. Prenons maintenant des exemples concrets de calcul d'espérance sur des variables continues. Alors, le premier exemple, une loi uniforme. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi uniforme? Ça sera une variable grand X qui va de oméga dans 0,1.
gars, ici, on pourrait prendre 0,1, par exemple, associé à sa tribu des Boréliens sur 0,1. Et ce qu'on a vu, c'est que la densité de probabilité de cette variable uniforme sur 0,1, qui est telle que, en gros, pour tout intervalle x, la probabilité que x appartienne à tout intervalle d'une certaine longueur, bah, elle est constante. Hein. Que x appartienne à 0,1, 0,3, bah, c'est pareil que x appartient à 0,5, 0,7. Hein. Vous avez une longueur 0,2 et c'est la même proba partout. C'est ça uniforme, hein. C'est l'équilibre probabilité pour les variables continues. Donc, on avait vu aussi que la fonction de répartition nous induisait que la densité de proba valait 0 partout, sauf entre 0 et 1, où elle valait 1. Donc, si on reprend la formulation de l'espérance, eh bien, cette moyenne théorique, hein, ça va être t, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de t fois la densité. Alors, ça ne sert à rien de prendre cette formule entre moins l'infini et 0, puisque la densité vaut 0, ni non plus entre 1 et l'infini, puisque la densité vaut 0. Donc tout revient à faire le calcul entre 0 et 1, et ça revient à faire le calcul entre 0 et 1 de t fois la densité qui vaut 1, donc de t. Or, une primitive de t, c'est t carré sur 2. Vous l'intégrez entre 0 et 1, et vous obtenez 1,5. Donc, pour une loi uniforme, hein, cette loi qui par exemple, correspondrait à un nombre pris au hasard entre 0 et 1 par votre calculatrice, comme on peut s'y attendre, en moyenne, vous avez une valeur qui vaut 1,5. Deuxième loi qu'on pourrait regarder, la loi exponentielle. Donc la loi exponentielle, on l'a vu précédemment aussi, hein, elle prend ses valeurs dans 0 plus infini, elle a une densité, cette densité, elle est nulle pour les valeurs négatives et pour les valeurs positives, c'est lambda exponentielle de moins lambda x. Donc dans ce cas-là, la formule s'en déduit tout de suite, c'est l'intégrale de t fx de t, mais finalement on peut restreindre ça à 0 l'infini. Et si vous remplacez par ce que vaut la densité sur 0 l'infini, hein, ça vous fait lambda, l'intégrale de 0 à l'infini, de t exponentielle de moins lambda t. Hein, lambda, on peut le sortir, c'est une constante. Hein. Eh bien, comment faire pour calculer ceci? Eh bien, on va utiliser quelque chose que vous connaissez, c'est-à-dire l'intégration par partie. Donc, on va dire que dans cette intégrale, il y a une chose qu'on sait dériver, c'est t, il y a une chose qu'on sait primitiver, c'est exponentielle de moins lambda t. Et en fait, même en conservant le lambda qui est devant, hein, une primitive de lambda exponentielle de moins lambda t, eh bien, c'est moins exponentielle de moins lambda t. Et c'est ce qu'on retrouve entre crochets. Vous allez avoir le crochet moins t exponentielle de moins lambda t entre 0 et l'infini. Et puis après, vous avez normalement un moins, mais ça devient un plus. Hein, parce que c'est la primitive, là, c'est moins, enfin, la primitive choisie, c'est moins exponentielle de moins lambda t. Hein, donc, avec le moins de la formule de l'IPP, hein, ça devient plus. Donc, c'est plus l'intégrale de 0 à l'infini d'exponentielle de moins lambda t, qui là peut être calculée, puisque vous savez primitiver exponentielle de moins lambda t. Donc le premier terme, bon, on pourrait remplacer l'infini par la limite lorsque u tend vers plus l'infini et en remplaçant le crochet avec u, mais on va faire ça directement. L'exponentielle l'emporte sur t, hein, et donc comme lambda est strictement positif, l'exponentielle de moins lambda t ça tend vers 0, et ça l'emporte sur t qui tend vers plus infini. Donc vous avez 0 en plus infini. Et en 0, là, cette fois-ci, le t vaut 0. Donc, t fois exponentielle de 0, c'est-à-dire de 1, hein, en tout, ça fait 0. Donc, le premier crochet, il vaut 0. Et le second crochet, on peut le calculer. On a aussi une limite en l'infini qui vaut 0. Et en revanche, en 0, ça vaut moins 1 sur lambda, donc 1 sur lambda. Donc, on a trouvé comme valeur moyenne 1 sur lambda pour la fonction, pour la variable exponentielle de paramètre lambda. Dernière chose pour voir un cas où ça se passe un peu différemment. Si on prend ce qu'on appelle la loi de Cauchy, alors là, le paramètre 1. Cette loi de Cauchy, on va le faire voir, sa densité, c'est pour tout x. Donc c'est une variable qui prend ses valeurs sur R tout entier, et sa densité, c'est 1 sur pi sur fois 1 sur 1 plus x2. Bon. Alors
Pourquoi ça, c'est bien une densité de proba? Il faudrait que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de ce truc-là, eh bien, ça fasse bien 1. Alors, la fonction, hein, sur 1 plus x2, on peut trouver une primitive, vous la connaissez, hein, c'est arctangente de x. Donc vous allez faire entre crochets arctangente de x, entre moins l'infini plus l'infini. Or, en plus l'infini, c'est pi sur 2. En moins l'infini, arctangente, c'est moins pi sur 2. Donc finalement, le crochet, il vous donne pi sur 2 moins pi sur 2, c'est-à-dire pi sur 2 plus pi sur 2, c'est-à-dire pi. Et comme vous avez un 1 sur pi qui est devant, et ben ça compense. Donc vous avez bien l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de fx de x qui vaut 1. Donc c'est bien une densité de probabilité, c'est bien positif, donc tout va bien. Et bien si on veut calculer une primitive, l'espérance de cette variable, eh bien on prend la formule, hein. On a dit que c'était t fois la densité, donc il y a le 1 sur pi qu'on peut mettre devant, donc ça va faire l'intégrale de moins l'infini plus l'infini de t sur 1 plus t2 dt. Alors ça, cette chose-là, en fait, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Bah parce qu'on sait calculer une primitive, hein, par exemple, si on regarde ce qui se passe en plus l'infini, hein, une primitive, donc pour les nombres positifs, une primitive de t sur 1 plus t2, bah c'est logarithme, un demi de logarithme de 1 plus t2. Pourquoi? Bah, quand vous dérivez logarithme de 1 plus t2, bah, ça vous fait 2t sur 1 plus t2, et donc en prenant un demi devant, bah, ça va bien. Donc au final, votre crochet, bah, vous allez faire apparaître un logarithme de 1 plus t2. Or, si vous prenez ça en plus l'infini, bah, ça tend vers plus l'infini. Et puis si vous prenez ça en moins l'infini, bah, ça tend vers moins l'infini. Mais comme vous n'avez pas forcément vous faites des limites en moins lorsque petit m tend vers moins l'infini et grand m tend vers plus l'infini, qui ne sont pas forcément petit m égale moins grand m, ça ne va pas se compenser, et donc la limite, ça va être quelque chose qui n'existe pas. Donc vous avez une intégrale qui n'existe pas. Voilà. Donc c'est un exemple à retenir, hein, d'une variable aléatoire à valeur dans R qui n'a pas d'espérance, qui n'a pas de moyenne. Bon, allez, bah écoutez, 52 minutes. C'est ce que j'avais dit comme temps maximum pour retenir votre attention. Je m'arrête là. Je poursuivrai. Il reste encore quelques petites choses sur les espérances. Donc ça, je ferai ça très vite. Et puis, on passera après aux principales lois à connaître. On vient d'en voir plusieurs, hein, avec Bernoulli, exponentielle, uniforme, géométrique. On verra un plus grand nombre.